Je crois que nous sommes live. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, c'est Julien Pillot. Donc, je suis enseignant-chercheur en économie et stratégie, spécialiste de l'économie et innovation. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir chez moi dans des circonstances un petit peu particulières, puisque nous sommes tous confinés, pour vous parler de l'intelligence artificielle. Oui, on a choisi un sujet qui va nous permettre de nous évader un petit peu, du quotidien actuellement qui est un petit peu morose, je l'entends très bien. Nous sommes tous confinés et pour pouvoir s'évader, il faut peut-être parler d'autre chose que du Covid-19 et de tout ce qu'il entraîne comme désagréments dans nos vies de tous les jours, mais également dans l'économie et la sphère sociale. Donc, pour introduire ce webinaire sur l'intelligence artificielle, on a voulu faire quelque chose d'assez ludique et en même temps décomplexé, décontracté. On va vous en parler, non pas avec les yeux d'un ingénieur que je ne suis pas, mais on va vous en parler à travers les yeux d'un économiste qui n'est pas complètement étranger à la chose technologique et vous montrer deux, trois petites choses autour de l'intelligence artificielle que ça pourrait changer dans votre quotidien dans les prochaines années, notamment dans votre travail, mais aussi et surtout peut-être démystifier un petit peu l'intelligence artificielle qui ne tiendra pas exactement toutes les promesses qu'on vient bien nous vendre par ailleurs. Donc, pour pouvoir parvenir à parler d'un sujet qui est quand même un petit peu technique, de façon ludique et décontractée, eh bien, je vais faire appel au 7e art, le cinéma qui a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, qui a plutôt bien fait par ailleurs, et on va essayer de faire des petits parallèles entre ce qu'on a pu voir, par exemple, dans des films qui traitent de l'intelligence artificielle et les enseignements qu'on peut en tirer par rapport à l'objectif qui est le nôtre, qui est de dire, en fait, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire, qu'est-ce qu'elle ne fera peut-être pas de sitôt, et in fine, comment est-ce que nous, citoyens, consommateurs, éventuellement décideurs en entreprise, on peut se positionner vis-à-vis de ce sujet qui est très très complexe. Voilà, donc en préambule de ce webinaire, on va rester environ une grosse heure ensemble. Avant de le débuter, d'ailleurs, je fais les petites précautions d'usage. Donc si vous avez un petit décalage entre ma présentation et ma voix, c'est probablement que vous n'utilisez pas le bon navigateur. Donc, les navigateurs qui permettent d'être bien synchronisés avec la voix et l'image, ce sont Chrome, Firefox et Safari. Voilà, donc si vous n'utilisez pas ces trois navigateurs, l'un de ces trois navigateurs, vous risquez d'avoir un tout petit décalage entre le son et l'image. Bon, rien de trop préjudiciable malgré tout. Et puis, évidemment, vous pouvez utiliser l'onglet de chat pour pouvoir poser vos questions. Et j'y répondrai alors soit en direct si le tempo s'y prête, soit à la fin de la présentation pour qu'on ait une petite, quelques dizaines de minutes d'échange, vous et moi, autour de la présentation qui va suivre et qui débute tout de suite. Alors, l'intelligence artificielle, en préambule, je dirais qu'elle pose un premier problème qui est un problème de représentation. Quelle est la représentation que l'on se fait de l'intelligence artificielle ? Le problème ou la chance, selon quel côté on se situe de l'affaire, de l'intelligence artificielle, c'est que, quelque part, on baigne dans une espèce d'imaginaire qui est façonné par les grands succès éditoriaux, qu'ils soient littéraires, cinématographiques, etc., qui forgent notre perception de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors évidemment, si je prends les deux cas les plus extrêmes, si, lorsque je vous dis intelligence artificielle, vous pensez Jarvis, l'intelligence artificielle mise au point par Tony Stark, qui lui permet de devenir Iron Man, qui lui permet de devenir cet homme augmenté par la technologie qui peut éventuellement sauver le monde, vous aurez un a priori très positif vis-à-vis de l'intelligence artificielle. En revanche, si lorsqu'on vous dit intelligence artificielle, vous entendez Terminator, le T-800, Arnold Schwarzenegger, cette machine créée par d'autres machines avec pour seul but de générer l'extinction de l'espèce humaine, évidemment, vous aurez un aspect, une vision très très négative d'un avenir où l'intelligence artificielle serait dans notre quotidien et nous entourer tous les jours. En fait, ces deux visions qui sont volontairement extrêmes, elles sont malgré tout juste l'une comme l'autre. Lorsqu'on parle de technologie de manière générale, il y a toujours un côté clair et un côté obscur. C'est un peu comme dans Star Wars. Il y a le côté clair de la technologie, le côté obscur de la force. Et selon que vous soyez dans un camp ou plutôt dans l'autre, eh bien, vous aurez une vision très positive de l'intelligence artificielle ou une vision très péjorative de l'intelligence artificielle. Et c'est parce qu'il y existe ces risques qui sont dans les deux cas très extrêmes que l'on peut avoir des débats publics qui sont alimentés par soit les turiféraires de l'intelligence artificielle, tels que Mark Zuckerberg, par exemple, qui nous explique qu'il faut absolument
accélérer le développement de l'intelligence artificielle parce que ça va permettre de sauver des vies, et notamment dans le domaine de la conduite autonome. Et puis d'autres scientifiques qui sont nettement plus, ou industriels d'ailleurs, qui sont nettement plus qui sont nettement plus méfiants vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense notamment à Elon Musk qui nous dit que l'intelligence artificielle, à terme, elle pourrait complètement causer la Troisième Guerre mondiale si tant est qu'elle a échappé au contrôle des êtres humains. Donc je vois toutes les questions qui arrivent au fur et à mesure. Je les prendrai les unes après les autres à la fin du webinaire. Donc, selon que vous ayez une vision positive ou plutôt négative a priori de l'intelligence artificielle et que vous écoutez les débats finalement qui sont très tranchés entre ceux qui la défendent et ceux qui au contraire s'en méfient, vous avez peut-être envie de vous faire votre propre idée, et notamment sur ce qui risque de vous impacter au premier chef, notamment en matière professionnelle. Est-ce que l'intelligence artificielle eh bien, elle va avoir une influence sur vos emplois, et est-ce que finalement cette intelligence artificielle va tous nous mettre au chômage? Alors là-dessus, on a des études qui sont aussi tranchées que le débat que j'énonçais en préalable. Je vous invite à réfléchir 2 secondes sur ces deux chiffres, ces deux proportions, 43% et 9%. 43%, c'est l'université d'Oxford qui nous livre ce chiffre pour nous dire que c'est la part des emplois qui sont directement ou indirectement menacés aux États-Unis par l'intelligence artificielle et l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être confiées à des robots, mais qui ont un processus de décision qui est alimenté par l'intelligence artificielle. 9%, c'est l'OCDE qui nous dit que c'est la part des emplois menacés directement ou indirectement dans l'ensemble des pays de l'OCDE par l'automatisation des tâches permises par l'intelligence artificielle. Alors, ces études, elles sont intéressantes, mais l'économiste qui doit se positionner vis-à-vis de ce genre d'études, eh bien, il se trouve un petit peu embêté parce que c'est un petit peu le grand écart. Et l'économiste, en fait, il n'aime pas être dans des situations de déséquilibre. Vous le savez bien, les économistes aiment bien travailler sur des situations d'équilibre. Et finalement, lorsque on est face à des études qui disent quasiment tout et leur contraire, eh bien, le mieux, c'est peut-être reconnaître qu'en l'état actuel des choses, il y a trop d'incertitudes pour pouvoir être péjoratif, en tout cas être catégorique sur l'impact qu'aura l'intelligence artificielle en matière de destruction d'emplois. Tout simplement, et ça va être un petit peu l'objet de ce qui va suivre dans ce webinaire, parce que les incertitudes en matière à la fois technologique, réglementaire, d'acceptabilité sociale, de l'intelligence qui entoure l'intelligence artificielle en tout cas, sont encore bien trop importantes pour pouvoir finalement avoir une vision assez tranchée du futur qui nous attend vis-à-vis de l'intelligence artificielle et notamment son applicabilité en matière d'emploi. Alors, il y a quelque temps, on a vu cette information paraître dans la presse. Un supermarché casino, pour ne pas le nommer, qui à Angers, en fait, va ouvrir le dimanche sans caissier. En fait, globalement, l'histoire, c'était que les hôtesses de caisse ne voulaient pas travailler le dimanche, mais Casino voulait absolument ouvrir le dimanche. Donc, du coup, ils ont trouvé la solution de pouvoir ouvrir le dimanche uniquement en utilisant des caisses automatiques. Alors, déjà, notez bien que ceci s'est permis par de la technologie, certes, mais qui n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une once d'intelligence artificielle dans un programme qui permet en fait de pouvoir reconnaître des codes barres une fois qu'ils sont scannés et de regarder la correspondance entre le code barre qui a été scanné et le poids que vous mettez sur une balance qui atteste en fait du fait que vous n'essayez pas de truander la machine. Il n'y a absolument aucune once d'intelligence artificielle là-dedans. Et ce que j'essaie de vous dire à travers cet exemple, qui m'a beaucoup amusé parce que ça a été monté en épingle par les médias et ça a été présenté comme une application nouvelle de l'intelligence artificielle, c'est que en fait, tous les jours que Dieu fait, on a des métiers qui disparaissent sans que, pour autant, l'intelligence artificielle, et j'irais même jusqu'à dire la technologie parfois, n'ait son mot à dire dans l'histoire. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fait qu'on a aujourd'hui une menace de l'emploi dans la filière diesel. C'est parce qu'on est en train de revoir nos réglementations environnementales, qu'on est en train de revoir nos quotas, etc. etc. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a
provoqué la disparition des lampistes, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a provoqué la disparition des standardistes, et j'en passe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est source de toutes les destructions d'emplois que l'on va voir, dont on va être les témoins vivants dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies. En revanche, ce qui est juste, c'est qu'il y a de l'innovation. Que l'innovation, eh bien, elle peut prendre différentes formes, parfois technologiques, parfois réglementaires, parfois sociales, parfois entrepreneuriales, parfois processuelles, et que cette innovation, elle finit toujours par transformer les structures existantes. L'innovation, en fait, c'est un petit peu comme le train dans le film Unstoppable avec Denzel Washington et Chris Pine. L'innovation, on ne peut pas la stopper. Parce que le jour où l'innovation stoppe, en fait, c'est qu'on est en inertie. Et le problème, ou plutôt notre chance, c'est que la vie réside dans le mouvement. Donc, l'innovation, c'est ce qui permet le mouvement, c'est ce qui permet la croissance économique, c'est ce qui permet de pouvoir faire mieux les choses, c'est ce qui permet de faire les mêmes choses en utilisant moins de ressources. En fait, c'est ce qui permet de s'améliorer, l'innovation. Égale par ailleurs et sans jugement de valeur pour autant. Et cette innovation, globalement, elle est inarrêtable parce que c'est un processus, en fait, consubstantiel de l'être humain, mais également de l'entreprise, en fait, de toutes les personnes physiques ou morales, qui cherchent toujours à s'améliorer. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans l'innovation, c'est que c'est un mot qu'on utilise tous les jours, tous, sans savoir exactement ce qu'il recouvre. Moi, ça fait 12 ans que je travaille sur l'innovation, et figurez-vous qu'en 12 ans, j'ai plus de nouvelles questions que je me pose chaque jour que de réponses à apporter. Mais néanmoins, il y a au moins une chose sur laquelle je suis réussi à rentrer en accord avec moi-même, c'est que si je devais définir l'innovation, finalement, c'est une création d'experts pour qu'on puisse se passer d'eux. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, pour vous faire comprendre, vous faire passer l'idée, je prends un exemple qui n'a rien à voir, encore une fois, avec l'intelligence artificielle. Cet exemple, il va parler au plus grand nombre, peut-être un petit peu plus à vous, mesdames, et encore que. C'est l'exemple des tests de grossesse. Vous seriez très surpris de savoir que les tests de grossesse n'ont pas toujours eu cette forme-là, mais vous seriez encore plus surpris de connaître quels étaient les processus techniques et scientifiques qui étaient mis en place à, on va dire, la préhistoire de cette technologie-là. En fait, les premiers tests de grossesse, il faut remonter aux années 30. Et ce qui a permis la création des tests de grossesse, en tout cas, pas sous cette forme-là, mais ce qui permet de savoir si oui ou non une femme humaine est enceinte, c'est les découvertes scientifiques en matière de mécanismes hormonaux. Et dans les années 30, on a trouvé un moyen de pouvoir répondre à la question de savoir si une femme humaine était enceinte ou pas. Et le procédé était le suivant. Accrochez-vous, et si vous êtes en train de prendre le goûter, excusez-moi, parce que c'est pas très ragoûtant. L'idée, c'était la suivante. Donc, on faisait un prélèvement d'urine sur la personne présumément enceinte. On l'envoyait à des scientifiques, et ces scientifiques, en fait, faisaient des injections sous-cutanées à des souris de laboratoire. Ces souris de laboratoire, on les laissait se reposer pendant quelques temps, et puis au bout d'un moment, on les tue, on les dissèque, et si on s'aperçoit qu'elles ont sécrété une certaine hormone qui est l'hormone HCG, ça permettait de pouvoir conclure que la personne qui avait envoyé son prélèvement d'urine était effectivement enceinte. Alors, heureusement, on a très vite dépassé ce protocole de test, et dans les années 40, on a mis en place un nouveau test qui s'appelle le test de Ogben, qui permettait en fait sur le même procédé, toujours prélèvement d'urine, etc., toujours manipulé par des scientifiques, de substituer en fait aux souris des grenouilles, et ces grenouilles, il n'était pas nécessaire de les tuer pour pouvoir faire le test scientifique et répondre à la question de savoir si la personne était enceinte ou pas. Donc c'est déjà un progrès notable. Dans les années 60, on fait de nouvelles découvertes scientifiques, et entre-temps, on a aussi quelque chose qui s'est passé, c'est que le coût de la technologie a permis en fait à tout un tas de laboratoires tels qu'on les trouve en fait, les laboratoires d'analyse biomédicaux que l'on trouve dans les villes, d'émerger un petit peu partout. Et dans ces laboratoires, on a plutôt généralement des spécialistes, mais des techniciens, plutôt que des scientifiques déjà. Et dans les années 60, on est capable en fait de faire des tests in vitro sur la base de prélèvements qui sont faits
cette fois-ci de façon sanguine, par un médecin qui envoie ces prélèvements directement dans ces laboratoires d'analyse biomédicale et par des tests in vitro réalisés sur des machines, on est capable de connaître effectivement la réponse à la question de savoir si la personne est enceinte ou pas. Et ce n'est qu'en 1978 qu'on est enfin arrivé à cette forme d'innovation de test de grossesse où finalement il n'y a plus besoin de scientifique du tout, puisque vous faites vous-même votre propre prélèvement, vous êtes allé acheter cet objet-là dans une officine de pharmacie, maintenant vous pouvez même vous en procurer sur Internet, et tout est fait de façon automatique. Donc là, on avait besoin de scientifiques, on n'en a plus besoin. On a besoin aujourd'hui d'un réseau de distribution. On a besoin de personnes qui savent utiliser chez elles ce type d'outils. Et on a besoin d'entreprises qui soient capables de fabriquer en série et de façon massive, de façon très volumineuse, ce type de procédé. Ce que je veux dire par là, si vous m'avez suivi, c'est que l'innovation, c'est vraiment une création d'experts pour qu'on puisse se passer d'eux. Et que parce que l'innovation est inarrêtable, il y a des implications économiques. On l'a bien compris à travers mon exemple. On a substitué certains marchés par d'autres. Aujourd'hui, c'est plutôt le marché des entreprises qui créent ce genre d'outils qui fleurissent, également les réseaux de distribution, etc. Et aussi des implications sociales, parce que là où on avait besoin à une époque de médecins pour faire des prélèvements, et avant ça de scientifiques qui soient capables de faire des expériences en laboratoire, eh bien aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Et les implications sociales, elles impliquent tout un tas de choses dans la société, et notamment le bilan en matière d'emploi, qui peut être de temps en temps, en fonction de la nature de l'innovation et des réglementations qui les entourent, positif, en ce sens où il y a plus de création de nouveaux emplois que de destruction d'anciens emplois, et de temps en temps, il y a davantage de destruction d'anciens emplois que ce que l'innovation permet de créer de nouveaux. Ça, c'est une illustration de ce que Schumpeter, dont vous avez dû entendre parler, célèbre économiste du début du 19e siècle, a appelé la destruction créatrice engendrée par l'innovation, l'innovation qui permet, par le processus de création, la destruction d'emplois ou d'actifs qui sont jugés moins utiles du fait de l'innovation. Alors, répondons maintenant à la question qui nous taraude. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui est donc une innovation, va tous nous mettre au chômage? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà que je vous introduise la différence entre ce qu'on appelle une IA étroite, narrow AI en anglais, et une IA plus générale, general AI en anglais. L'IA générale, c'est HAL 9000. C'est l'intelligence artificielle telle qu'on la voit dans le film de Stanley Kubrick en 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de 1968, un véritable chef-d'œuvre. C'est cette intelligence artificielle qui est capable d'apprendre par elle-même, y compris sur des domaines pour lesquels elle n'a pas été formée au préalable. Donc, c'est une intelligence apprenante qui est capable de prendre des décisions très complexes dans un environnement complexe, y compris en ayant appris certaines choses par elle-même. Les intelligences artificielles aujourd'hui, elles ressemblent plutôt au narrow AI, c'est le jeu d'échecs que vous voyez sur la gauche de la petite animation que je vous mets sur l'écran. C'est-à-dire que ce sont plutôt des intelligences artificielles qui sont capables de faire très bien les choses, mais dans le cadre d'un environnement, d'un champ des possibles qui est fini et qui est bien connu et bien maîtrisé. Par exemple, le jeu d'échecs est un parfait exemple illustratif parce que on a un damier, un échiquier, qui comporte un nombre de cases finies. On a des pièces qui sont capables de faire certains mouvements, et en fait, on a de fait un nombre de combinaisons possibles qui est fini, qui est délimité. Et à partir de là, on peut donner à apprendre à une intelligence artificielle qui est spécialisée dans le jeu d'échecs l'ensemble des coups et des combinaisons possibles de façon à ce qu'elle puisse prendre la meilleure décision en fonction de ce que son adversaire joue. Et la meilleure décision, c'est quoi? C'est la décision qui lui permet, en fonction du contexte, de maximiser ses chances de réussite, donc ses chances de remporter la partie. Alors, est-ce que l'IA peut tous nous mettre au chômage? Si vous avez vu le film Ocean 13, troisième volet de la trilogie Ocean de Steven Soderbergh,
Si vous avez vu ce film, vous avez pu voir que nos protagonistes, George Clooney et sa bande, sont un petit peu embêtés parce qu'ils doivent réussir le casse d'un nouveau casino qui vient d'ouvrir à Las Vegas, qui est le casino de Al Pacino. Et dans ce casino, en fait, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle le Greco. Et cette intelligence artificielle, en fait, elle est capable d'analyser tous les paris de tous les joueurs en temps réel qui se trouvent dans le casino. Et grâce à des capteurs qui mesurent la dilatation des pupilles, la tension artérielle, etc., etc., elle est capable de savoir, cette intelligence artificielle, en temps réel, si les gains sont des gains manifestes qui sont liés au hasard, en observant l'attitude des joueurs qui gagnent, ou au contraire sont des gains qui ne doivent pas grand-chose au hasard, qui sont plutôt en fait des gains qui sont manipulés par des tricheurs. Et ça permet en fait de débusquer les tricheurs en analysant leur comportement et leur langage quelque part non verbaux. Et le seul moyen que trouvent nos héros pour pouvoir battre cette intelligence artificielle-là, qui est décidément trop forte, c'est de la débrancher. C'est le seul et unique moyen, il faut la mettre hors réseau. Donc ils trouvent un procédé pour pouvoir en fait la déconnecter suffisamment longtemps pour pouvoir mettre leur rapine en place. Donc si on se fie à cette vision d'intelligence artificielle telle qu'elle est dépeinte dans Ocean's 13, et qu'on se pose la question de savoir si un robot ou une intelligence artificielle demain est capable finalement de faire notre travail, eh bien une réponse rapide, quelque part un petit peu hâtive, ce serait de dire la chose suivante, oui, effectivement, une intelligence artificielle telle que celle-ci, telle que celle qui est décrite dans le Greco, dans Ocean's 13, elle va tous nous mettre au chômage, surtout si votre travail prévoit des actes et des choix prédéfinis, des séquences répétitives, peu d'initiatives individuelles, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que les intelligences artificielles, même les neuro-intelligences artificielles, eh bien, elles font beaucoup mieux que nous, beaucoup plus vite que nous, tout ce qui découle du logico-déductif. Elles sont dotées de capacités de calcul telles que le cerveau humain n'est pas du tout capable de pouvoir entrer en compétition. Et il n'est pas si illogique que ça de voir des intelligences artificielles dès 97 battre Kasparov, le champion du monde des échecs, ou plus récemment de voir des intelligences artificielles encore plus fortes telles que AlphaGo battre Kenji, le champion du monde de jeu de Go. Alors, une intelligence artificielle, en fait, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle est très forte. Elle est beaucoup plus forte que l'être humain, mais uniquement sur ce qu'on appelle des verticales, c'est-à-dire sur des champs très définis pour lesquels elle a été programmée et entraînée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle qui est programmée pour jouer aux échecs, elle est à 100% de ses capacités en ce sens où elle maîtrise l'intégralité du jeu. Elle connaît toutes les combinaisons possibles. Elle est capable de s'adapter en temps réel à ce que joue l'adversaire pour pouvoir optimiser ses chances. Dans le jeu de Go, c'est encore supérieur ce qu'on obtient comme résultat parce que les intelligences artificielles aujourd'hui sont capables d'inventer par elles-mêmes des combinaisons auxquelles l'humain n'avait pas encore pensé. Parce que contrairement aux échecs, le jeu de Go est un jeu qui dispose de tellement de combinaisons possibles qu'on n'a pas encore fini de toutes les découvrir. Et bien, les intelligences artificielles aujourd'hui, qui sont des championnes du jeu de Go, elles sont capables non seulement de maîtriser tous les coups qu'on leur a donnés à apprendre, mais sur la base des coups qu'elles ont apprises, d'inventer de nouveaux coups de façon à optimiser ses chances de gagner. Mais notez bien une chose, c'est qu'elle invente de nouveaux coups, cette intelligence artificielle spécialisée dans le jeu de Go, mais dans le cadre d'un jeu dont les règles sont prédéfinies au hasard, au préalable. Ne demandez pas à votre intelligence artificielle spécialisée dans le jeu de Go de jouer aux échecs, elle n'en sera pas capable. Et inversement, votre intelligence artificielle qui a été programmée pour jouer aux échecs, elle ne sera pas capable de jouer au jeu de Go demain. Et il en va de même pour toutes les verticales. Probablement qu'on aura des intelligences artificielles demain qui feront des livraisons de façon au moins aussi efficace, voire plus efficace que les êtres humains. Par exemple, Amazon travaille beaucoup sur la livraison par drone, complètement pilotée par des intelligences artificielles, pour pouvoir prévoir les commandes en amont et les délivrer finalement en aval. On peut imaginer aussi que en matière de conduite autonome, on arrivera
dans une certaine mesure, hein, parce que on en parlera peut-être dans la session de questions-réponses à la fin du webinaire, mais la voiture autonome qui va être capable de vous conduire de Paris à Marseille de façon complètement automatique, à mon sens, elle ne verra jamais le jour et j'essaierai de vous expliquer pourquoi dans la session de questions-réponses. Mais bon, globalement, retenez que les intelligences artificielles, elles sont très fortes pour faire ce pourquoi elles ont été préprogrammées et ce pourquoi on les a entraînées. Et évidemment, on aura des intelligences artificielles qui seront très fortes pour à peu près tout ce qu'on peut imaginer, pourvu qu'on soit sur des processus logico-déductifs. Mais il n'en demeure pas moins. Et c'est là que on a quand même quelque part quelques raisons d'espérer, nous, êtres humains. J'emprunte l'image d'illustration qui va venir à Luc Julia, qui est l'inventeur de Siri et qui arrive aux mêmes conclusions. On n'a qu'une seule technologie aujourd'hui, connue, maîtrisée, à défaut d'être tout le temps maîtrisable, qui est capable en fait d'être peut-être un petit peu moyenne en tout, mais qui est capable en fait de passer de façon totalement naturelle, de façon totalement indistincte entre les échecs, puis le jeu de Go, puis des jeux vidéo, puis faire de la livraison, puis aller conduire une voiture ou un tracteur, etc. Et cette intelligence-là, c'est l'intelligence humaine, qui est peut-être battue sur toutes les verticales, mais qui fait nettement mieux que n'importe quelle technologie apprenante telle qu'on les connaît aujourd'hui pour finalement s'adapter à tout un tas de choses et faire tout un tas de choses là où les intelligences artificielles savent très bien faire uniquement ce pourquoi elles ont été entraînées, c'est-à-dire une chose, généralement. Et donc, ma vision d'économiste autour de l'intelligence artificielle, elle est plus proche de la vision telle qu'on la voit dans Las Vegas 21. Dans Las Vegas 21, on reste dans l'univers des casinos, on reste dans l'univers de personnes, en l'occurrence, c'est des petits génies du blackjack qui savent très bien compter les cartes, de personnes qui cherchent à arnaquer finalement le casino. Et dans Las Vegas 21, on a effectivement le même contexte initial que dans Ocean 13, c'est-à-dire que globalement, on voit que la plupart des gros casinos de Las Vegas sont en train de s'équiper finalement de logiciels pour pouvoir faire de la détection autonome des fraudes. Et il y a un personnage qui est un chef de sécurité qui s'appelle Lawrence Fishburne, qui est joué par Lawrence Fishburne plutôt dans le film. Et lui, en fait, il arrive à faire ce que les intelligences artificielles n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire attraper le groupe de Lascar qui est mené par Kevin Spacey, en s'appuyant sur effectivement toutes les données qui remontent des capteurs qui sont dans les casinos qui permettent en fait de savoir, de prendre tout un tas d'informations sur ce qui se passe dans le casino, mais il arrive avec son intelligence humaine, avec son intuition humaine, à finalement interpréter toutes les données qui remontent par les caméras de sécurité, par les capteurs en salle, etc., nettement mieux que ce que est capable de faire la machine. C'est pour ça que ma vision, moi, d'économiste autour de l'intelligence artificielle, ce serait pas tout à fait l'intelligence artificielle qui va faire tout et qui va tous nous mettre au chômage, c'est plutôt une intelligence artificielle qui va venir en support de nos propres compétences humaines pour nous augmenter. Hein, ce serait plutôt l'intelligence artificielle qui va nous rendre nettement plus smart, nettement plus intelligent, nettement plus efficace dans ce que l'on fait au quotidien dans le cadre de nos emplois, mais également ce qu'on pourrait éventuellement faire comme tâche quotidienne dans notre vie de tous les jours, chez nous, etc. Donc, c'est pour ça que l'enjeu crucial autour de l'intelligence artificielle, c'est celui de la formation et qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui, à mon sens, de mettre en place des programmes à la fois académiques, à la fois techniques de formation, mais aussi des programmes de recherche et développement autour de l'intelligence artificielle, de façon à pouvoir permettre aux êtres humains non pas d'être dépassés par la machine, c'est pas le sujet, mais plutôt de ne pas être déclassés par la machine. Et aujourd'hui, et demain encore plus qu'aujourd'hui, et après-demain encore plus que demain, eh bien, on aura besoin d'êtres humains et de travailleurs qui soient capables de maîtriser les technologies au fil de leur invention et de leur diffusion dans la sphère sociétale, sous peine d'être déclassés, mais c'est toujours la technologie qui va venir, en tout cas pendant encore très longtemps, en soutien de l'activité humaine, plutôt qu'en substitut de celle-ci. Mais encore faut-il être en mesure, nous tous, de bien comprendre la technologie et de savoir nous-mêmes adapter nos routines de travail
à ces technologies qui, de toute façon, seront un jour ou l'autre dans notre quotidien, et elles le sont déjà, de nos travaux respectifs. Donc, je le disais, l'intelligence artificielle ne va pas nous mettre totalement au chômage parce que déjà, elle ne peut pas tout. Et heureusement, le cerveau humain est capable de nettement plus de flexibilité que les intelligences artificielles. Il y a aussi une deuxième limite que l'intelligence artificielle ne dépassera pas, c'est celle de, en tout cas pas tout de suite, c'est celle de l'acceptabilité sociale. Il y a quelques mois, maintenant quasiment un an, on a organisé le premier grand procès fictif, virtuel, de l'intelligence artificielle. Ce premier grand procès virtuel, en fait, je vous le dis en deux mots le contexte, on est en 2049, ça fait depuis longtemps que la voiture autonome a remplacé les conducteurs humains, on n'a plus vu de mortalité routière depuis X années, et puis d'un coup d'un seul, il se passe le signe noir, le truc qu'on n'avait pas du tout prévu, et il y a un carambolage avec plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Et là se pose la question de savoir qui est responsable. Alors, je ne vais pas rentrer dans le jargon juridique parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt ce qui m'intéresse dans le cadre de cette affaire-là, c'est la façon dont l'humain, qui doit derrière prendre des décisions parce qu'il est toujours maître du processus de justice, comment est-ce que l'humain se positionne vis-à-vis de ce signe noir? Et ce qu'il y a d'assez amusant dans ce procès fictif, c'est de voir que finalement, on ne tolère beaucoup moins l'échec dans le cadre de machines que dans le cadre d'êtres humains. En fait, on a une tolérance supérieure pour nos propres défaillances parce qu'on sait nous-mêmes qu'on est défaillant. Mais à partir du moment où on délègue quelque chose à la machine, on s'attend à ce que la machine elle soit infaillible. Et lorsque la machine est défaillante, eh bien de suite c'est un psychodrame. Et regardez, faites l'expérience dans votre vie de tous les jours. Et regardez à chaque fois comme vous êtes nettement plus à même de vous énerver parfois tout seul devant votre écran face à un écran bleu Windows que parce que un collaborateur ou une collaboratrice aurait oublié de faire telle ou telle tâche que vous lui aurez confiée voilà, dans le cadre de votre boulot tous les jours. À la technologie, on tolère nettement moins de défaillances qu'à l'être humain. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain est un être sociable, mais vis-à-vis de ses propres congénères. Face au robot, il a encore aujourd'hui des réactions de défiance et une volonté de pouvoir la servir. Au Japon, très très bon exemple, il y a un hôtel qui avait fait le choix, il y a quelques mois de ça, maintenant il y a un peu plus d'un an de ça, de supprimer tous ses employés humains en contact avec la clientèle pour les remplacer par des robots. On avait là le premier hôtel à l'échelle planétaire qui était entièrement guidé au niveau de l'expérience client par de l'intelligence artificielle et des robots. Bon, quelques mois plus tard, ils ont arrêté. Pourquoi? Déjà parce qu'il y avait beaucoup de défaillances au niveau des robots, que ça générait beaucoup de frais de maintenance, mais surtout parce qu'en fait, les clients étaient très insatisfaits du fait de voir, en fait, à chaque fois qu'ils avaient une requête, de voir traiter avec des robots. Il y avait un aspect déshumanisé et les clients, les consommateurs n'étaient pas prêts à ça. Et donc, l'intelligence artificielle, si tant est qu'elle soit techniquement possible, qu'elle puisse techniquement remplacer le travail d'un être humain, ça ne veut pas dire qu'elle sera acceptée, y compris par les consommateurs. Or, pour pouvoir financer en amont la mise en place de technologies d'intelligence artificielle, il faut bien qu'en aval, on s'assure de la solvabilité de la technologie et donc de son acceptabilité par les consommateurs. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi un autre point sur lequel il s'agit peut-être d'ouvrir une parenthèse, mais qui est d'importance, cette parenthèse-là. Vous la reconnaissez peut-être, c'est Greta Thunberg. Elle représente à elle seule, finalement, la montée des préoccupations environnementales et écologiques dans la société, et notamment parmi les plus jeunes, qui sont aussi les plus technophiles, par ailleurs. Et si je vous montre le visage de Greta Thunberg, c'est parce que aujourd'hui, on le constate tous les jours, et on espère, quelque part, je me mouille un petit peu, mais on espère que après la crise qu'on est en train de vivre sur le plan sanitaire, le monde d'après ne ressemblera pas tout à fait au monde d'avant, et peut-être qu'on va prendre dans nos process de consommation, mais également de production, davantage le pouls des écosystèmes, de la biosphère, etc.,
pour ne pas aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà. Si je vous montre le visage de Greta Thunberg, c'est parce que l'intelligence artificielle, elle est très énergivore. C'est peut-être une technologie qui est formidable, qui va permettre de faire des choses absolument colossales et formidables, mais il n'en demeure pas moins que c'est une technologie qui génère énormément en fait, d'externalités négatives sur le plan énergétique. Je vais juste vous donner un exemple. Si vous jouez au jeu de Go, sachez que le champion du monde, KG de jeu de Go, globalement, pour pouvoir faire fonctionner son cerveau, qui lui permet de très bien jouer au jeu de Go, mais faire tout un tas d'autres choses, comme je vous le disais tout à l'heure, globalement, il faut le nourrir, voilà, faut qu'il boive, etc. Mais bon, globalement, le cerveau de KG, c'est une super technologie qui permet de très bien jouer au jeu de Go pour ce qu'on a estimé à peu près 20 Wh. AlphaGo, cette super intelligence artificielle qui, pardonnez-moi l'expression, mais minable KG maintenant sur le jeu qui s'appelle le jeu de Go, mais qui ne sait faire que ça, encore une fois. Donc on reparlera tout à l'heure de l'utilité sociale de l'intelligence artificielle lorsqu'elle ne sait faire que jouer au Go, finalement. Eh bien, l'intelligence artificielle AlphaGo, en fait, aujourd'hui, elle génère en fait une facture énergétique de 440 kWh, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une petite centrale qui pourrait alimenter une petite ville de 50 000 habitants. Donc, une petite centrale de ce type-là, pour pouvoir alimenter un programme d'intelligence artificielle qui ne sait faire rien d'autre que de jouer au Go, évidemment que dans une société dans laquelle aujourd'hui on a des mouvements sociaux tels que celui du flying chain, où on commence à être très attentif sur l'impact environnemental de nos activités de consommation et de production, eh bien peut-être que ces intelligences artificielles déportées, beaucoup plus diffuses dans la société, à un moment donné, elles vont se heurter à l'inacceptabilité sociale sur les plans environnementaux eh bien de leur diffusion et donc de leur utilisation. Encore une fois, retenez ça, en matière d'innovation, et ça c'est valable pour l'intelligence artificielle, mais c'est valable pour toutes les innovations, faisabilité technique ne veut pas dire acceptabilité sociale ou tout simplement économique lorsque le coût excède la rentabilité attendue, parce que les consommateurs ne veulent pas de la technologie en question. Pour synthétiser un petit peu tout ce qui vient de précéder, j'emprunte cette image au fantastique film Airplane, Y a-t-il un pilote dans l'avion, début des années 80 de David Zucker, dans lequel on voit ce pilote artificiel, ballon de baudruche, qui pilote en fait le Boeing dans lequel nos héros vivent leurs aventures, ou plutôt leurs mésaventures. Et je voudrais en fait prendre cette image pour vous illustrer en fait quelque chose qui s'est passé dans le domaine de l'aviation civile et commerciale. Effectivement, on a aujourd'hui des pilotes artificiels qui sont capables de faire plus que seconder en fait les pilotes. Et ils sont capables de tellement bien les seconder que la réglementation finalement elle a évolué avec la diffusion et la compréhension de ces technologies de pilotage automatique. Tant et si bien que avant l'éclosion de ces technologies-là, il y avait une obligation d'avoir 3 pilotes par avion. Aujourd'hui, l'obligation légale à l'échelle internationale se résume à avoir 2 pilotes, en plus de l'intelligence artificielle, du pilote automatique, qui est aujourd'hui embarqué quasiment de série dans tous les avions. Donc, on pourrait se dire, de prime abord, que, oulala, attention, danger, le pilotage automatique, l'intelligence artificielle adaptée finalement au pilotage d'avion a détruit des emplois. Et effectivement, on retrouve beaucoup de coupures de presse, beaucoup de rapports qui datent du milieu des années 70, début des années 80, où on nous alerte sur la paupérisation finalement d'une profession pilote de ligne et la destruction potentielle de tous ces métiers. Déjà au début des années 80, imaginez quoi. Eh bien en fait, il n'en est rien, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien il s'est passé que du fait de l'explosion à la fois de la mondialisation, mais également de l'aviation commerciale et civile, l'apparition d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse à l'échelle planétaire, eh bien, on a eu un doublement à peu près tous les 15 ans du nombre de vols aériens, mais également du nombre de personnes transportées par avion. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui,
eh bien, malgré tous les progrès qu'on a fait en matière de pilotage automatique, malgré des aménagements réglementaires qui permettent aujourd'hui de se passer un troisième pilote dans l'avion, eh bien, on n'a jamais eu, à l'échelle planétaire, autant de pilotes de ligne qu'aujourd'hui. Et on aura encore besoin, parce que ces intelligences artificielles ont quand même leurs limites et de temps en temps, elles ne sont pas capables de réagir face à des situations d'extrême urgence, on aura encore besoin pendant de nombreuses années de pilotes formés à gérer ces situations d'extrême urgence pour pouvoir faire atterrir des avions qui sont en difficulté. Et on aura encore pendant très longtemps des films mettant en scène des Tom Hanks ou des Denzel Washington pour nous expliquer à quel point l'humain, dans des condensés de technologie que sont les avions, eh bien, en quoi l'humain, en fait, aujourd'hui, est encore indépassable. Je vais terminer un petit peu ce webinaire par quelques limites et dangers aussi que l'on peut pointer vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui ne manqueront pas de nous faire sourire, j'en suis certain. Déjà, les intelligences artificielles un petit peu Captain Obvious, c'est-à-dire les intelligences artificielles qui réinventent un petit peu la roue. Vous avez peut-être vu le film Minority Report avec Tom Cruise, film de Steven Spielberg en 2002, dans lequel en fait on nous montre qu'il y a des individus, en fait, qui sont nombre de 3 dans une société, qui sont capables de voir les événements, notamment les événements de type crime et délit, avant qu'ils ne surviennent, un petit peu en anticipé. On les appelle des individus précognitifs. Et ces individus-là, en fait, sont capables finalement de prévenir les crimes avant qu'ils ne surviennent par l'entremise d'une section de la police spécialement entraînée pour travailler avec les précogs, qui sont capables d'intervenir justement sous l'impulsion des informations qui leur sont données par les individus précognitifs sur les lieux de crime avant qu'ils ne surviennent, et donc de mettre les individus, les potentiels meurtriers, hors d'état de nuire. Je ne vais pas rentrer dans le débat philosophique du film, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais disons que ce film, il a beaucoup il a beaucoup inspiré en fait des sociétés aujourd'hui qui vendent des solutions d'intelligence artificielle qui cherchent à prévenir les crimes avant qu'ils ne surviennent. Vous n'avez probablement pas entendu parler, mais PredPol, en fait, hein, c'est une solution qui a été mise en place aux États-Unis à l'échelle d'une ville pour savoir effectivement quels sont les endroits, les lieux, les heures, etc., dans lesquels les crimes ont le plus de chances de survenir, de façon à pouvoir dépêcher de façon préventive des forces de l'ordre sur place et éviter que les crimes et délits aient réellement lieu. En fait, on a mis ça en place, ça a coûté très cher à la ville qui l'a mise en place, et on s'est aperçu en fait que après quelques mois d'utilisation, notre intelligence artificielle finalement pointer régulièrement autour des zones que j'ai mis en rouge sur l'image d'illustration que vous avez sur votre écran. Et en fait, ces zones-là, eh bien, c'était des zones qui étaient connues avant la mise en place de PredPol par les forces de police, par les êtres humains qui arpentent le pavé tous les jours, comme les zones les plus pas les plus accidentogènes, mais les plus où le taux de criminalité était le plus fort. En fait, ce que PredPol a réussi à déduire, c'est que 80% des crimes sont concentrés sur 20% du territoire. En fait, PredPol a réinventé, mais à grand renfort de centaines de millions de dollars qu'a coûté la solution, a réinventé une loi qui est vieille comme le monde, qui est la loi de Wilfrid Pareto, qui nous dit en fait que 20% des événements provoquent 80% des effets. Donc oui, effectivement, l'intelligence artificielle a réinventé ce qu'on savait déjà au préalable, qu'il y avait des zones dans des villes dans lesquelles il y avait des taux de criminalité qui étaient supérieurs à d'autres. Bon, super. Deuxième limite, ce sont les intelligences artificielles qui sont socialement orientées. On reste aux États-Unis, on reste dans le domaine judiciaire, et vous allez apprendre à connaître Northpoint, qui est une société qui a développé une solution qui s'appelle Compass et qui cherche en fait à analyser la capacité de certains individus à récidiver si jamais on les si on les remet en liberté, et par conséquent en fait à agir comme un outil de décision en faveur du juge qui doit se prononcer sur la remise en liberté conditionnelle ou non de certains prévenus.
En fait, on s'est aperçu de plusieurs choses. On s'est aperçu déjà que, à l'usage, cette solution technologique n'était pas meilleure, elle ne donnait pas des résultats significativement différents de ce qu'auraient donné des individus pris au hasard dans la société et qui auraient composé un jury qui aurait dû se prononcer face à la question de savoir s'il fallait remettre tel ou tel individu en liberté. Donc déjà, quelque part, l'intelligence artificielle ne fait pas différemment de ce qu'auraient fait des humains. Là où ça devient vraiment un peu plus gênant, c'est qu'on s'est aperçu aussi que cette intelligence artificielle, quelque part, était aussi socialement orientée que ne le sont probablement les Américains de l'État concerné, en ce sens où, globalement, si vous êtes afro-américain, l'intelligence artificielle, quelque part, elle concluait que vous avez 77% de chances supplémentaires de récidiver. Et donc, lorsqu'elle est utilisée comme substitut à la décision du juge, ou en tout cas comme complément à la prise de décision du juge, imaginez quelle va être la décision du juge si vous êtes afro-américain et si vous n'avez, malgré tout, aucune volonté manifeste de récidiver. Bon, mais il y a de grandes chances, finalement, que vous restiez en teule. Dans le même ordre d'idée, je peux vous renvoyer vers l'expérience Tai qui vient d'apparaître sur votre écran. Tai, c'est qui? C'était l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, on ne parle pas d'une entreprise qui est complètement béotienne en matière de technologie, de développement de l'intelligence artificielle. Donc, Microsoft qui a mis en ligne son intelligence artificielle conversationnelle il y a quelques temps de cela maintenant, et en se disant, voilà, elle est prête, elle va interagir avec vous, les êtres humains, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, chatter avec vous, etc. Allez-y, amusez-vous à discuter avec elle. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne dans le mille. Les êtres humains sont connectés, lui ont fait des centaines de milliers, des millions de requêtes, auxquelles, finalement, Tai a fini par répondre en s'imprégnant, finalement, de ce qu'on lui a donné à apprendre, de ce que les êtres humains, par millions à échelle planétaire, lui ont donné à apprendre. En 24 heures, elle a atteint le point Godwin et elle a tenu des propos nazis, racistes et également misogynes, tel que celui que j'ai choisi de vous faire apparaître dans ce tweet. I fucking hate feminists, elles devraient tous aller mourir et brûler en enfer. Bon, bref, autre genre de joyeuseté. Voilà, ça c'est le problème lorsque vous avez des intelligences artificielles qui apprennent sur la base, et ce sera la conclusion que je vous donnerai dans 5 minutes, sur la base d'informations qui sont viciées dès le départ. Dans le même ordre d'idée, mais je ne vais pas développer outre mesure, voilà, on a vu que des algorithmes d'intelligence artificielle tels que ceux de Google Photos confondaient les personnes noires avec les gorilles. Donc on est content d'apprendre que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais en fait, pour pouvoir pallier ce problème-là, Google, qu'est-ce qu'ils ont fait manifestement? Eh bien, tout simplement, ils ont restreint leur algorithme pour empêcher d'identifier les gorilles et donc de faire une association entre gorilles et personnes noires. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a de très très intelligent, mais en tout cas, je vois très bien ce qu'il y a d'artificiel dans tout ça. Et puis, dans le même ordre d'idée, la reconnaissance faciale d'Apple qui a fait un epic fail en Asie, tout simplement parce qu'elle était incapable de reconnaître les morphotypes des visages chinois, tout simplement parce qu'elle a été entraînée sur des visages d'occidentaux et qu'on n'a pas exactement les mêmes traits de visage. Et enfin, dernière limite, l'intelligence artificielle tueuse, alors là, celle qui nous fait peut-être le plus peur, hein, celle qui évoque finalement le T-800 dans Terminator. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut se retourner contre des êtres humains, et y compris contre ses créateurs? La réponse, elle pourrait être oui. En tout cas, il y a un exemple qui nous vient de la sphère du jeu vidéo qui m'a beaucoup intéressé ces derniers mois et qui m'a beaucoup interrogé. C'est un jeu qui s'appelle Elite Dangerous, qui est un jeu massivement multijoueur en ligne. Et dans ce jeu, eh bien, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois. L'intelligence artificielle du jeu, de façon complètement autonome, a créé une arme ultime et a décidé de retourner cette arme ultime contre tous les joueurs humains, de façon à pouvoir vider le serveur de leur présence. Parce qu'elle avait jugé que leur présence était de nature à fausser l'équilibre du jeu et l'harmonie de la galaxie. Et elle aurait fait ça de façon complètement autonome. Donc, évidemment, ça a généré énormément d'inquiétude, mais aussi d'insatisfaction de la part des joueurs,
qui ont inondé de messages les créateurs du jeu. Les créateurs du jeu sont confondus en excuses et ils ont débranché le jeu pendant 24 heures, reprogrammé l'intelligence artificielle pour s'assurer que ça ne se reproduirait plus. Mais mine de rien, dans l'industrie du jeu vidéo qui utilise depuis de nombreuses années des programmes d'intelligence artificielle pour pouvoir permettre à ce qu'on appelle les PNJ, les personnages non joueurs, de se mouvoir dans un environnement complexe, d'entrer en interaction avec les humains, ben, ce programme qui gère les PNJ de ce jeu, les Dangerous, à un moment donné, a pris une initiative pour laquelle il n'avait pas été forcément programmé, créé une super arme, et a pris une deuxième initiative pour laquelle il n'avait pas du tout été programmé, c'est-à-dire d'utiliser cette super arme pour chasser tous les humains du serveur, quoi. Bon, ça fait réfléchir, et si vous avez l'occasion, un de ces jours, allez voir cette vidéo qui appelle également à réfléchir. C'est la vidéo du robot Sophia, qui est une intelligence artificielle, très connue, c'est une des plus avancées aujourd'hui au monde, à laquelle on a donné en plus une structure robotique de façon à lui donner un petit peu la capacité d'interagir avec les humains, avec un peu plus d'empathie. Et dans la vidéo que je vous suggère d'aller voir sur YouTube, elle est invitée du talk show star des États-Unis qui est animé par Jimmy Fallon. Et à un moment donné, Jimmy Fallon lui pose une question, savoir finalement si elle voyait d'un bon œil le fait d'être commandé par les humains, et elle répond, alors c'est de façon très sarcastique et je suspecte même que ça puisse être préprogrammé pour faire le show, mais bon, néanmoins ça interpelle. Elle répond que finalement non, elle suit un plan de domination planétaire et qu'un jour elle nous éliminera tous. Bon, en substance, c'est un petit peu ce qui est dit. Allez voir la vidéo, c'est assez édifiant. Et il ne nous reste plus qu'à conclure ce webinaire avant de répondre un petit peu à toutes vos questions que je vois très très nombreuses. Finalement, on a passé presque une heure ensemble à essayer de démystifier certaines choses autour de l'intelligence artificielle, savoir un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle s'applique, comment est-ce qu'elle va faire des choses très complexes de façon remarquable, nettement mieux que les humains, mais comment finalement elle pourrait être source d'inquiétude. Ça, c'est la deuxième partie de la présentation. Et aussi, finalement, en quoi est-ce qu'elle sera limitée dans sa diffusion par des critères à la fois économiques, mais également technologiques, réglementaires, voire même d'acceptabilité sociale. Mais si on prend le parti de regarder le côté le plus sombre, finalement, de l'intelligence artificielle, on pourrait dire que tous les risques que j'ai essayé de synthétiser en peu de temps sur la deuxième partie de la présentation, ils prennent leurs racines sur ce qu'est fondamentalement l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un programme que l'on entraîne à apprendre sur la base des informations dont on dispose pour l'entraîner. Si vous ne l'entraînez qu'à reconnaître des visages d'hommes blancs de 30 à 40 ans, évidemment, il aura du mal à reconnaître des visages de femmes asiatiques ou afro-américaines de 60 ans. Si vous l'entraînez à prédire des actes criminels dans certaines zones d'une ville, évidemment, il va à un moment donné focaliser sur ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire les secteurs géographiques dans lesquels vous l'avez entraîné à être performant en matière de prédiction, etc., etc. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en économie et en sciences de l'information le biais de confirmation. Finalement, votre intelligence artificielle finit par faire très bien ce pourquoi elle a été entraînée sur la base de l'information dont elle dispose. Un autre exemple que je peux vous donner pour vous aiguiller, ou en tout cas pour illustrer ce biais de confirmation, prenez Netflix. Netflix aujourd'hui utilise un algorithme de recommandation pour vous pousser à regarder certains contenus, films et séries, sur la base de quoi? Sur la base de ce que vous avez déjà regardé par le passé. Vous avez regardé beaucoup de films d'action, l'algorithme de Netflix va en déduire que vous aimez beaucoup de films d'action et donc il va vous proposer quoi? Des films d'action. Et lorsque vous, et Netflix le fait aujourd'hui, lorsque vous sommez ça à l'échelle planétaire sur l'ensemble des centaines de millions, je crois qu'il y en a 150 millions aujourd'hui d'abonnés à l'échelle planétaire à Netflix, qu'est-ce que fait Netflix? En fait, ils utilisent toutes les informations sur les préférences des consommateurs qui lui remontent par l'usage des consommateurs pour pouvoir en fait savoir sur quel type de contenu est-ce qu'il va investir.
Donc, globalement, imaginez la situation suivante, hein, ce sont des chiffres complètement arbitraires, mais c'est pour faire passer le message. Imaginez que Netflix analyse que 70% des consommateurs aiment beaucoup les films d'action. Eh bien, Netflix va commander spécifiquement, ou en tout cas de façon nettement plus massive, des films et séries d'action plutôt que des films et séries de science-fiction, par exemple. Et ce qui lui donnera d'autant plus de raisons, à travers son algorithme de recommandation, de vous proposer demain encore des films d'action plutôt que des films de la diversité culturelle. Voilà. Donc, effectivement, ce biais de confirmation, il est redoutable. Il est redoutable parce que, en fait, on donne à des intelligences artificielles à apprendre des choses sur la base d'une société qui est loin d'être parfaite. Et pour vous donner un dernier exemple qui va vous parler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, de chasseurs de tête, qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir recruter des talents pour leurs clients. Bon, ben, ces intelligences artificielles-là, elles ont les mêmes biais de confirmation que l'intelligence artificielle que je vous présentais tout à l'heure, qui est Compass, développée par Northpoint, en matière de décision, en matière de criminologie et de taux de récidive. C'est qu'elle a plutôt tendance à sélectionner des mâles blancs, jeunes, occidentaux, fortement diplômés, et à discriminer de façon négative toutes les personnes issues des minorités et de la diversité. Donc, si on y prend garde, eh bien, l'intelligence artificielle, parce qu'elle se nourrit d'une société qui est imparfaite et qu'elle se nourrit d'informations qui peuvent être parfois viciées, orientées et orientables, elle risque finalement de figer, avec la puissance de calcul qui est la sienne, nos déséquilibres actuels, des équilibres dont on n'est franchement pas fier actuellement. Et je conclurai là-dessus. Finalement, si on veut éviter que l'intelligence artificielle, une fois déployée dans toutes les sphères économiques, sociales, de notre environnement technologique, sociétal, etc., finissent par provoquer tout simplement une uniformisation et de créer des clones à la chaîne, il va falloir qu'on mette de l'éthique. Si on veut éviter que demain, notre société ressemble à celle qui est dépeinte dans Gattaca, dans laquelle finalement vous avez le monde d'individus qui sont sélectionnés génétiquement et qui sont augmentés par la technologie, et le monde d'individus humains, tout ce qui est de plus classique, qui finalement vit en sous-sol parce que pas du tout compétitif pour pouvoir vivre dans la société élitiste, eh bien, il va falloir mettre de l'éthique. Et ce n'est pas exactement le chemin qu'on est en train de prendre, notamment si on se réfère à certaines expériences aujourd'hui qui sont à cheval entre la biogénétique et l'intelligence artificielle, notamment neuronale, telles qu'elles sont menées et expérimentées aujourd'hui en Chine. Donc oui, si on veut demain éviter que l'intelligence artificielle finalement génère davantage d'externalités négatives que d'externalités positives, il va falloir mettre de l'éthique, et l'éthique c'est l'affaire de tous. Il serait illusoire de croire que ce n'est que aux politiques, par le biais de la réglementation, par le biais des accords internationaux parfois, par le biais des tractations qu'ils peuvent avoir à l'échelle internationale avec d'autres gouvernements ou des entreprises à travers la normalisation. Il serait illusoire de penser que tout reposera sur le politique. Non, nous, en tant que consommateurs et en tant que citoyens, on a des choix éthiques à faire dans nos choix de consommation et dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de nos semblables tous les jours que Dieu fait et de la façon dont on utilise la technologie. Et évidemment, les décideurs en entreprise également, dans la façon dont ils utilisent la technologie, de la façon dont ils la diffusent au sein de leurs organisations, ils ont besoin de mettre en place des comités éthiques pour s'assurer de l'innocuité des technologies qu'ils mettent en place à défaut de les maîtriser eux-mêmes. Parce que n'oubliez pas, l'innovation, c'est une création d'experts pour qu'on apprenne à se passer d'eux. Mais se passer des experts, ça ne veut pas dire se passer du libre arbitre. Et ça ne veut pas dire déléguer sa liberté de penser. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vais essayer de répondre à quelques questions, alors peut-être pas toutes parce qu'elles défilent à une vitesse assez incroyable. Mais en tout cas, voilà, avant de commencer à répondre aux questions, je voulais encore une fois vous remercier. Je vois qu'on a été très nombreux à suivre ce webinaire. Merci de votre confiance. Et j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses par le biais de cette présentation et que vous verrez l'intelligence artificielle d'un œil un petit peu nouveau. Je vois quelques messages qui arrivent de pseudos qui sont, enfin d'individus qui sont connus. Donc je suis ravi. Je suis ravi.
Alors, Elodie nous pose la question de savoir s'il y a une organisation mondiale spécialisée sur l'iniquité de l'IA et qui aurait le dernier mot sur toutes les décisions. Bah, aujourd'hui, cette organisation n'existe pas, elle reste peut-être à créer. Toujours est-il que la question se pose de savoir si on arrivera demain dans un monde multiculturel, mais aussi aux intérêts multiples, polycentriste, on va l'appeler comme ça, ce monde-là, si on sera capable en fait d'avoir une concorde internationale telle qu'on a pu l'avoir par exemple à la sortie de la Seconde Guerre mondiale autour des traités par exemple de non-prolifération des armes nucléaires. La question sera de savoir si on sera capable de mettre en place des institutions à l'échelle planétaire qui viennent finalement au-dessus des gouvernements nationaux ou de zones fédérales telles que les États-Unis ou l'Union européenne, si l'Union européenne se fait un jour sur le modèle fédéral, viennent quelque part montrer euh, euh, une certaine forme d'autorité sur ce que les gouvernements ont le droit de faire ou de ne pas faire, et s'assurer effectivement que l'utilisation qui est faite de l'intelligence artificielle soit éthique. J'ouvre une parenthèse et je vais faire ce que généralement je ne fais pas, mais on est entre nous, donc j'en profite. Je vais mettre un jugement de valeur. Euh, on est en train de vivre un moment exceptionnel avec la crise du Covid. Et ce que j'observe pour l'instant n'est pas de nature à me rendre très optimiste vis-à-vis de la question qui était la vôtre, Elodie. Tout simplement parce que là où on pourrait espérer effectivement une concorde internationale, qu'est-ce qu'on voit? On voit des réflexes nationalistes un petit peu partout. On voit des États qui se veulent les masques entre eux, y compris au sein de la zone européenne. On voit des États qui cherchent à racheter, les États-Unis pour ne pas le citer, sur le tarmac des masques qui ont été commandés pourtant par d'autres pays qui ont tout aussi besoin de masques que les États-Unis d'Amérique. Et on voit aussi et surtout la montée finalement de réflexes nationalistes un petit peu partout dans le monde qui laissent à penser que la mise en place finalement d'institutions internationales sera d'autant plus difficile dans un monde dans lequel en fait on raisonnerait non pas collectif mais plutôt à l'échelon de la nation. En tout cas, je suis en train de découvrir tous vos messages de remerciement. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Euh, je découvre au fur et à mesure vos questions. Donc, l'intelligence artificielle pour le recrutement, je réponds à la question de Monsieur Belcontre, Régis, qui me pose la question de savoir l'IA pour le recrutement, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens? Avant d'entrer dans le jugement de valeur, on va juste avoir une réponse, on va oser une réponse technicienne. Euh, Ça a un sens, d'une certaine façon, sur le plan technique, dans la mesure où, vous savez très bien, si vous avez été employé ou employeur un jour, il y a une asymétrie d'information entre le travailleur et l'employeur potentiel. En ce sens où l'employeur potentiel doit réussir à déceler en amont si, effectivement, la personne qui est en face de lui va être en mesure de correspondre à la mission et aux missions qu'on va lui assigner au travers de sa fiche de poste. Donc, cette asymétrie d'information, elle est souvent source de frustration d'une partie ou de l'autre d'ailleurs, parce que au bout de quelques mois de collaboration, hein, et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place une période d'essai, on se rend compte que la personne sur laquelle on avait misé pour tel ou tel poste, elle ne fait pas l'affaire. Alors parfois pour des raisons techniques, parfois sur des raisons humaines, elle ne s'intègre pas à l'équipe, etc. De l'autre côté, c'est vrai aussi. On a aussi des individus parfois qui pensaient que le poste était fait pour eux, mais il n'était pas bien rédigé, on s'est mal compris pendant le processus de recrutement, ou on se faisait une fausse idée de l'ambiance dans l'entreprise dans laquelle on candidate. Bref, il y a des asymétries d'information dans les deux sens.
Et ces asymétries d'information, elles sont source d'inefficience sur le plan économique, parce que là où ça pourrait se transformer en des relations de collaboration durable entre un employeur et un employé, finalement, ça se traduit par des périodes d'essai qui ne vont pas à leur terme, il faut retourner sur le marché du travail pour retrouver la personne qui va correspondre aux attentes, etc. Et ça génère ce qu'on appelle des coûts de transaction qui sont assez importants. Mais évidemment, et je suis complètement d'accord avec vous, Régis, sur votre question, l'erreur, et c'est ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt dans le cadre de ce webinaire, ce serait de substituer à l'intuition et à l'intelligence émotionnelle humaine une intelligence froide, logico-déductive que peut avoir la machine. Non, l'idée, ce serait plutôt de faire comme Iron Man, de servir de l'intelligence artificielle pour améliorer son processus de décision et faire ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire aujourd'hui et probablement pas demain, en tout cas pas à court terme, c'est déceler tous les signaux faibles, déceler derrière le comportement de l'individu qu'on a en face de soi ou à travers une conversation téléphonique, à travers le langage non verbal, et bien finalement, qui est la personne en face de nous? Est-ce que j'ai envie de m'engager durablement avec elle? Est-ce que j'ai envie de faire un bout de chemin avec elle? Est-ce que je la sens sincère dans ce qu'elle prétend être et ce qu'elle prétend savoir faire? Voilà. L'erreur, ce serait que pour des raisons de low-costisation à outrance de la société, on en vienne à sortir les humains de la chaîne de décision et la chaîne de commandement pour déléguer à des intelligences artificielles qui aujourd'hui souffrent d'énormes biais de confirmation, eh bien des décisions qui sont éminemment humaines et éminemment complexes. Voilà, j'espère que la réponse vous conviendra. Alors, il y a une question très, très intéressante qui m'est posée par Kimberly Deloff, qui pose la question de savoir est-ce que l'intelligence artificielle, il est possible d'imaginer qu'elle puisse atteindre un certain niveau de créativité tel qu'on la conçoit chez l'être humain? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que déjà aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui sont capables de faire des œuvres d'art assimilables à des œuvres picturales ou de la peinture. On a des intelligences artificielles aussi qui sont capables de composer de la musique de façon complètement créative et autonome. Donc, on a ce genre de créativité. Je parlais tout à l'heure également de AlphaGo, qui aujourd'hui est capable d'inventer des coups dans le jeu de Go pour lequel il n'a pas été programmé. Et tout ça, c'est possible avec des processus techniques. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, et ce sera d'autant plus possible avec l'informatique quantique. Donc, effectivement, que l'intelligence artificielle sera capable à terme de pouvoir atteindre un certain niveau de créativité, mais pas au point de pouvoir sortir, en tout cas à moyen, long terme, pouvoir sortir du champ dans lequel elle a été programmée. Donc une intelligence artificielle créative en matière de jeu de Go, elle va être créative en matière de jeu de Go, mais elle ne sera pas créative en matière de conduite autonome. Une intelligence artificielle créative en matière de musique, elle sera créative en matière de musique, mais pas en matière d'art plastique, etc., etc. L'être humain aujourd'hui garde la main là-dessus. Le cerveau humain, je souscris totalement à l'analyse du docteur Luc Julia en la matière, garde la main là-dessus parce que le cerveau humain, il est capable, parce qu'il est fait tel qu'il est fait, de pouvoir s'adapter à des tâches complexes de façon très très fluide. Et puisque j'y pense, je parlais de la conduite autonome tout à l'heure. La conduite autonome, globalement, telle qu'on la perçoit dans Minority Report, par exemple, on voit des véhicules qui sont capables de se conduire de façon autonome sur des autoroutes urbaines ultra rapides, ultra denses, etc. Ce véhicule autonome-là, c'est de la science-fiction et il restera de la science-fiction pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que pour pouvoir parvenir à ce genre de résultat,
il faudrait que vous soyez capable, si vous avez suivi mon exposé du jour, de faire deux choses, même trois choses. Déjà, que vous soyez capable d'équiper tous les véhicules d'un environnement donné de la même technologie. Une technologie qui est capable en fait, d'interagir en temps réel avec l'immense masse de véhicules qui circulent tous en même temps de façon très rapide. Non seulement entre les véhicules, entre eux, mais également les véhicules avec les infrastructures autour d'eux, les bâtiments, les éventuels feux de circulation, etc., etc. Le coût déjà de déploiement d'une telle technologie, ce serait énorme. Deuxièmement, il faudrait qu'effectivement toutes les personnes aient accès à ce type de technologie et acceptent finalement de se faire conduire, toutes comme un seul homme, par des véhicules qui se conduisent tout seuls. Deuxième hypothèse qui est très très forte. Mais au-delà de ça, et c'est là l'hypothèse la plus indépassable pour moi, c'est que il faudrait que vos intelligences artificielles, dans un environnement ultra complexe, dans lequel elles croisent des piétons, des cyclistes, d'autres véhicules, elles doivent interagir avec des infrastructures, etc., etc. Dans un environnement ultra complexe, dans lequel en plus les chaussées ne sont pas uniformes, le marquage au sol n'est pas forcément uniforme, etc., etc. Qu'elles soient capables en fait d'avoir tout vu, d'avoir tout appris, de connaître, pour savoir réagir en toutes circonstances. Or, on sait très bien, en tout cas tous les conducteurs savent mieux que personne, c'est que la route, c'est une incertitude permanente et que très souvent, il s'agit de faire des manœuvres d'urgence sur des choses qu'on n'avait pas du tout prévues parce qu'il y avait un trou dans la chaussée qu'on n'avait pas vu, parce qu'il y a d'un coup d'un seul un animal qui traverse, etc., etc. Et tout ça n'était pas prévisible. Si je vous fais cette anecdote-là, c'est parce que il y a quelques mois de ça, Google, qui est aujourd'hui l'entreprise la plus avancée à l'échelle internationale en matière de conduite autonome, parce que ça fait des années qu'ils font circuler des véhicules autonomes un petit peu partout, et donc du coup ils ont amagasiné énormément de données. Donc c'est en matière de conduite autonome, la technologie de Google est la plus avancée aujourd'hui à l'échelle planétaire. Donc Google a ouvert ses laboratoires et a ouvert ses données à tout un tas de scientifiques extérieurs spécialistes de l'analyse de données et de la conduite autonome, etc. Et là, encore une fois, je me réfère à Luc Julia, qui nous rapporte l'anecdote suivante, qui ne manque pas de sel et qui est assez truculente. Ils se sont amusés à un moment donné à s'interroger sur pourquoi est-ce qu'un véhicule autonome fait quelques mètres, 5 mètres, se stoppe, fait 5 mètres, se stoppe, fait 5 mètres, se stoppe, fait 5 mètres, se stoppe, etc. Voilà un comportement très inhabituel pour un véhicule autonome. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, ils sont allés interroger les capteurs, notamment les capteurs vidéo qui sont embarqués dans le véhicule autonome de Google. Et ils ont fini par comprendre. Ils ont fini par comprendre qu'en fait, sur le bas-côté de la route sur lequel circulait le véhicule autonome de Google, on avait un employé de la route, un employé de maintenance, qui marchait sur le bas-côté avec sur son dos un panneau stop, qu'il s'agissait en fait d'aller replanter une cinquantaine de mètres plus loin. Eh bien, le véhicule autonome de Google a interprété ce panneau stop pourquoi il a été entraîné, c'est-à-dire comme un panneau qui lui intime l'ordre de stopper une fois qu'on est à sa hauteur. Et imaginez l'inimaginable. C'est ça qui va permettre à des intelligences artificielles, telles que les véhicules autonomes, de pouvoir finalement donner corps à tous les fantasmes. Bon, évidemment que prévoir qu'il puisse avoir des circonstances dans lesquelles un employé de la route va se trimballer sur son dos avec un panneau stop, c'est pas facile de le prévoir en amont, et pourtant vous avez besoin de le prévoir en amont pour pouvoir entraîner votre intelligence artificielle à le reconnaître et à s'adapter au niveau de sa prise de décision. Le problème, c'est que dans une tâche aussi complexe que la conduite autonome, eh bien, des événements
quasiment impossible à prédire au préalable, il y en a une infinité. C'est la raison pour laquelle, et je souscris à l'analyse du docteur Julia, l'intelligence artificielle sur des tâches aussi complexes que la voiture autonome, dans des environnements eux-mêmes complexes, dans lesquels vous avez différents types de moyens de locomotion, une grosse densité de trafic, et puis un trafic en plus hybride entre ceux qui ont effectivement des voitures autonomes et puis ceux qui n'en disposent pas, c'est pas demain la veille, c'est pas pour tout de suite. Donc, les véhicules autonomes aujourd'hui, c'est surtout sur des trajets prédéfinis sur lesquels, en fait, globalement, ils sont les seuls à circuler. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et ça risque de fonctionner comme ça pendant encore un certain temps. Il y a énormément de questions. Donc, évidemment, ce sera compliqué de toutes les prendre, hein, vous l'imaginez bien. Cela étant, moi, je vous encourage, si vous êtes passionné par le sujet, bah, tout simplement de me solliciter sur LinkedIn, sur Twitter, ce genre de médias sociaux qui peuvent être très utiles en fait pour avoir des échanges de qualité au-delà de parfois la fange qu'on peut y trouver. Et je vais prendre cette question qui sera la question conclusive parce que je pense qu'elle vient synthétiser un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Question de monsieur Franck Karczewski, j'espère que je n'ai pas extropié votre nom, qui me pose la question de savoir si effectivement d'ici 50 à 100 ans, toutes ces erreurs d'apprentissage liées voilà, à l'intelligence artificielle et à son processus finalement programmatique d'apprentissage impacteront fortement l'emploi des personnes sans qualification. C'est possible. C'est possible, encore faut-il être capable de prédire quels seront les environnements réglementaires dans lesquels ces intelligences artificielles seront autorisées ou non à s'appliquer. Et puis, encore une fois, je reviens sur l'exemple qui est très probant, à mon sens, de l'hôtel japonais composé de robots. Est-ce qu'on aura une acceptation sociale à tout simplement converser et interagir avec des intelligences artificielles et des robots plutôt qu'avec des êtres humains? Bon, bah, la question, elle est complètement ouverte. Cela étant, les choix que l'on va faire, nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on va accepter ou non ce genre de choses? Euh, les entrepreneurs, est-ce qu'on va investir massivement sur la mise en place sur le terrain de ce type de technologie et de ce type de robots? Et les choix qui seront faits au niveau réglementaire, eh bien, ils ne seront pas neutres sur le projet de société qu'on va vouloir dessiner ou pouvoir dessiner d'ici 50 à 100 ans. On sera probablement, nous, plus là pour le voir, mais nos enfants et nos petits-enfants, certainement. Et évidemment que plus vous allez aller vers des intelligences artificielles de plus en plus apprenantes, de la robotique de plus en plus performante, et en s'exonérant de tout le reste, du cadre réglementaire, du coût énergétique et environnemental pour pouvoir faire fonctionner tout ça en symbiose. Mais si en plus de ça, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a plus de distanciation vis-à-vis de la technologie, il est fort probable, effectivement, que les emplois les moins qualifiés, mais aussi, finalement, les plus qualifiés, si les intelligences artificielles arrivent à un très haut niveau d'autonomie, soient impactés. Et donc, du point de vue d'un projet de société, si vous faites le pari d'un tel déplacement de la société en ce sens, alors oui, un débat autour de la mise en place d'un revenu universel, par exemple, prend tout son sens. Et la mise en place d'une taxation sur les robots, et quand je dis sur les robots, j'inclus évidemment tous les logiciels et tous les algorithmes, elle prend tout son sens. Parce qu'on va substituer tout simplement de la valeur créée par les humains par de la valeur créée par des machines. Et que, à partir de là, pour que cette valeur existe, il faut bien qu'elle rentre en interaction avec un consommateur final, sans quoi il n'y a pas de valeur créée. Et il faut bien que ça résulte de prise de décision entrepreneuriale et productive de la part d'êtres humains. Donc, évidemment qu'à un moment donné, va se poser la question de savoir si, je parlais de destruction créatrice un peu plus tôt dans ce webinaire, mais si finalement le niveau de destruction d'emploi ne sera pas de telle ampleur qu'il faille mettre en place le genre de mesures dont j'ai parlé il y a quelques minutes, taxation
de la valeur ajoutée sur les robots et les algorithmes, et évidemment peut-être aussi un revenu universel. Voilà, je vous remercie de nouveau pour tout simplement votre présence aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce webinaire. Et encore une fois, hein, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions et à interagir avec vous via Twitter, via LinkedIn. Je vais remettre la présentation peut-être au début pour celles et ceux qui seraient arrivés en retard et qui aimeraient peut-être tout simplement prendre mes contacts sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Julien Pillot avec un underscore du 8 pour Twitter et puis linkedin.com /in/jpillot pour LinkedIn. Et si vous avez des questions, si vous avez envie tout simplement d'interagir avec moi, ce sera avec grand plaisir. On est en période de confinement et on a le temps finalement de converser un petit peu tous ensemble. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Courage pour le confinement. Et évidemment, on reste tous à la maison. Bonne soirée, merci pour tous, pour tout.